Coucou tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Lou, aussi appelée Amatoum sur le forum. Je serai votre tutrice d'anatomie du deuxième semestre. Je, je traiterai avec vous les membres et les organes d'essence, donc tous les cours du professeur Bronsard, sauf le rachis, ce sera Godzillum qui vous le fera. J'espère que ça va pas être trop compliqué. En fait, les membres, c'est un cours un petit peu complexe. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop perdus. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Je sais qu'elle est longue. Mais voilà, n'ayez pas peur et prenez votre temps. Ce cours, il faut le revoir vraiment plein de fois. Voilà, bon courage. Alors, on va commencer. Alors, d'abord, le membre supérieur. Le plan du membre supérieur, ce sera le même que celui des membres inférieurs. On va d'abord faire le squelette, ensuite les articulations et les régions. Alors, le squelette du membre supérieur, il est composé de la clavicule, de la scapula, de l'humérus, du radius, de l'ulna, des os du quart, des métacarpiens et des phalanges. La clavicule, alors déjà, l'os de la clavicule, il a une forme de S italique. Il a si on regarde en vue antérieure, en fait, ici, on voit qu'il a une convexité médiale au niveau de son articulation sternoclaviculaire et une concavité latérale au niveau de son articulation acromioclaviculaire. C'est le seul os du membre supérieur qui permet de rejoindre, en fait, c'est le seul os qui permet de rejoindre le membre supérieur à proprement parler avec la cage thoracique. Donc, il est vraiment très, très important. Maintenant, on va passer à la scapula. La scapula, c'est l'ancienne omoplate. Elle est flottante et elle est translucide presque. Même si c'est un os, c'est un os vraiment très très plat. Elle est proche de la ligne médiane de la colonne vertébrale. Et attention, elle n'est pas latérale au tronc, on le voit ici, elle est vraiment en arrière de la cage thoracique. Mais elle n'est pas complètement frontale en fait. Elle a un décalage d'un angle de 30-45 degrés. Elle possède 3 bords. Elle possède un bord supérieur, médial et latéral, et 2 faces. Elle possède une face antérieure et postérieure. Maintenant, on va voir plusieurs vues. Donc, la vue antérieure de la scapula. Au niveau de cette vue antérieure, on peut observer l'acromion, le processus coracoïde. Les deux sont vraiment à distinguer. Il faut vraiment que vous sachiez les différencier. La glène de la scapula, donc la poire, qui a une forme de poire. Elle est surmontée par le tubercule supraglénoïdien. Ce tubercule supraglénoïdien, c'est là où s'insère la portion longue du biceps brachial. Et le tubercule infraglénoïdien, c'est là où s'insère un des deux chefs longs une portion longue aussi du triceps brachial. On a ici la fosse subscapulaire. Donc en antérieur, il y a surtout ces éléments. Ensuite, en vue postérieure, on a l'épine de la scapula qui permet de délimiter la fosse suprascapulaire de la fosse infrascapulaire, là où il y aura les muscles suprascapulaires et infrascapulaires. En vue latérale, on observe que la scapula a une forme d'hélice à 3 pales. Et ces 3 pales, ça va être d'abord le processus coracoïde ici. Ensuite, on a l'épine qui est terminée, en fait, qui se termine par le processus de l'acromion. On voit que, hop, en fait, ce processus, c'est la fin de l'épine. La poire glénoïdale et le corps de la scapula qui a une concavité antérieure. Voilà, tout ça, c'est centré par la surface glénoïdale. Maintenant, on passe au seul os du bras, c'est l'humérus. L'humérus, il est composé de 2 apophyses proximales, la grande tubérosité ou tubérosité majeure et la petite tubérosité. On parle ici de tubérosité, contrairement au fémur où on parle de trochanter. C'est vraiment à différencier. Entre les 2 tubérosités, on a la surface intertuberculaire qui permet l'insertion de la portion longue du biceps brachial. Cette portion longue qui va s'insérer au niveau du tubercule supraglénoïdal, ici. Ensuite, on a une différenciation à faire. En fait, on a à la fois un col anatomique et un col chirurgical qui sont différents. Le col anatomique, comme tous les cols, c'est la différence, la jonction entre
la surface articulaire et l'os sous-chondral. Or, ici, le col chirurgical n'est pas le même. Le col chirurgical, c'est un lieu de fracture qui est entre les deux tubérosités. Donc, on parle de fracture du col. Quand on parle de fracture du col, c'est ce col chirurgical dont on parle, et pas le col anatomique. Maintenant, au niveau de l'épiphyse distale, en antérieur, on observe donc deux surfaces articulaires différentes. On a le capitulum, qui s'articule avec la tête radiale, et une surface articulaire qui a une forme de diabolo, qui est la trochlée humérale, qui va s'articuler avec l'ulna, l'olécrâne de l'ulna. On a, en plus des condyles, qui sont en fait des articulations os-os, on a des épicondyles, qui sont des articulations os-muscle. C'est différent. Les épicondyles, l'épicondyle médial du lumérus, il est plutôt volumineux et carré, alors que l'épicondyle latéral est petit. C'est ça les épicondyles. Ensuite, au niveau de la vue postérieure du lumérus, on observe que la diaphyse, c'est un tube cortical, en fait, et on a surtout le sillon du nerf radial, qui est visible en postérieur, et en cas de fracture, on peut avoir une atteinte de ce nerf radial. Donc voilà, nerf radial, ici. Ensuite, en postérieur, en distal, on n'observe qu'une seule articulation, l'articulation trochléenne, qui est l'articulation entre l'olécrâne de l'ulna et l'humérus. Le capitulum, il n'est pas visible en postérieur, attention, ça peut être un piège QCM. Maintenant, le radius et l'ulna. En fait, ces deux os, ils vont être très importants pour le mouvement de pronosupination. C'est le mouvement qui permet... en fait, c'est ça. En gros, l'ulna, il est fixe, droit comme un i, et il ne va pas bouger. Le radius, lui, il a une forme de S italique et il va venir bouger, il va venir tourner autour de l'ulna. Ici, voilà, on a le radius de ce côté-là qui tourne autour de l'ulna. Au niveau des points importants de chaque os, on a la tête radiale qui est proximale, la tubérosité bicipitale, une courbure supinatrice supérieure, une courbure inférieure pronatrice, une styloïde radiale qui est toujours distale, comme la styloïde ulnaire, elle est distale aussi. Au niveau de l'ulna, on a l'olécrâne, l'apophyse coronoïde. On a aussi la tête ulnaire, mais cette fois-ci qui est distale. Et voilà. Donc, au niveau de l'olécrâne et de l'apophyse coronoïde, l'olécrâne, mon moyen ou technique, c'était que, en fait, il sort un peu de l'os, genre un peu comme s'il faisait Wallay. Du coup, j'imaginais ça, que le processus olécranien, c'était ça. Et le coronoïde, il faut imaginer une couronne, il est un peu en couronne. Il s'articule un petit peu en couronne. Alors, maintenant, les os de la main. On va commencer par les os du carpe, c'est les os du poignet. Il est composé de 8 os, divisés en deux rangées. La première rangée du carpe et la seconde rangée du carpe. La première rangée du carpe, c'est le scaphoïde, le lunatum, le triquetum et le pisiforme. Le scaphoïde et le lunatum, ils s'articulent avec le radius, qui est censé être ici. Donc on a une articulation radiocarpienne, radio-scaphoïdienne et radio-lunaire. Et ensuite, on a le triquetum et le pisiforme. Mon moyen mnémotechnique, c'était SLTP, comme si on disait s'il te plaît. Voilà, c'était SLTP. Comme STP, ça fait qu'il y a le L, on insiste sur le s'il. Et la deuxième rangée du carpe, elle est composée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et de l'amatum. Ici, mon moyen mnémotechnique, c'était TTCH. TT, c'est chaud. Voilà, les TT, ça donne chaud. Enfin, du coup, voilà, c'était mon moyen mnémotechnique. Après, il faut vraiment tous les apprendre et bien pas apprendre que les moyens mnémotechniques, aussi les redessiner parce qu'il faut savoir quel os s'articule avec quel os. C'est très, très important. Ensuite, donc l'amatum aussi, il a une particularité, c'est qu'il va être à la base du 4e et du 5e métacarpien. Donc on a trapèze, premier métacarpien, trapézoïde, deuxième, capitatum, troisième, amatum, 4e et 5e métacarpien. L'amatum, c'est de là d'où vient mon surnom amatum. Alors, au niveau du métacarpe, donc attention, les métacarpiens, c'est la paume de la main et non les doigts. Quand on regarde un squelette, c'est pour ça que le squelette, il a des longs doigts. C'est parce qu'en fait, les métacarpiens, c'est ça, c'est la paume de la main.
Et les doigts, ça va être uniquement les phalanges. Donc les métacarpiens, ils ont une concavité antérieure, c'est la région palmaire. On voit ici qu'on a un creux. On a le troisième métacarpien qui est le plus long, et le premier métacarpien est le plus court, c'est un os court, en fait, il est court et épais, c'est le pouce. On a l'axe du radius qui est important en radiographie parce que, ou axe de la main, qui passe du radius, il va ensuite aller au niveau du lunatum, du capitatum et du troisième métacarpien. Ici, lunatum, capitatum, puis troisième métacarpien. Et il faut que les trois soient alignés. Il faut que tout ça soit aligné, sinon on a des luxations. C'est comme ça qu'on détecte les luxations chez les radiologues. Ok, maintenant on va étudier les phalanges, donc cette fois-ci les doigts à proprement parler. Le pouce, on n'a que 2 phalanges, les autres doigts, on en a 3, P1, P2, P3. Au niveau de P3, ou P2 pour le pouce, on a une houppe phalangienne où va y avoir l'insertion des ongles. Chaque phalange P1 et P2, ou P1 pour le pouce, va être constitué en fait va être divisé en 4 éléments. On a d'abord la base, puis le col, la diaphyse et la tête de la phalange. Au niveau de la dernière phalange, on a une base, un col et une houppe phalanghienne. Ensuite, au niveau de l'articulation métacarpo-phalanghienne du premier métacarpien, on a des os sésamoïdes. Ces os sésamoïdes, ils sont constants et ils vont permettre l'insertion des muscles ténariens qui composent la loge ténarienne. La loge ténarienne, c'est les muscles qui sont là, qu'on sent au niveau du pouce. La loge hypoténarienne, c'est les muscles qui sont là au niveau du 5e doigt, du petit doigt. Voilà. Les articulations maintenant. On va voir l'articulation de l'épaule, du coude et du poignet. L'articulation de l'épaule, on pourrait penser qu'il n'y a que l'articulation scapulo-humérale. Mais non. Il y a encore 4 autres articulations, donc en tout 5 articulations, dont 3 articulations synoviales. Donc les 2 articulations non synoviales, c'est l'articulation scapulo-thoracique et l'articulation sous-deltoïdienne. Les 3 articulations synoviales, c'est l'articulation sternoclaviculaire, acromioclaviculaire et scapulo-humérale. Maintenant, les articulations donc, non synoviales. L'articulation scapulothoracique, elle est représentée par le muscle dentelé antérieur, qui part du bord médial de la scapula jusqu'aux côtes. Et donc, il permet le glissement de la scapula, la stabilité, il est très important pour l'épaule. Et la wingling scapula, c'est quand ce muscle dentelé antérieur il ne fonctionne plus, en fait. Du coup, les scapulas, elles vont se décoller de la paroi. Ça va faire comme des ailes d'ange. Voilà, elles se décollent. Le mouvement, il n'est plus possible. Maintenant, on a une articulation sous-deltoïdienne. C'est une bourse séreuse qui se met entre la face profonde du deltoïde et le bord supérieur de l'humérus. Ça, c'est les 2 articulations non synoviales dont je vous ai parlé. Maintenant, on va parler des 3 articulations synoviales en plus. Donc, on a l'articulation sternoclaviculaire. Cette articulation sternoclaviculaire, on la voit ici, elle est trochoïde ou ancelle. Toroïde, pardon. Ouh là là, attention. Toroïde ou ancelle, il ne faut pas confondre. Justement, le moyen technique pour toroïde, ancelle, on pourrait penser à un ancelle de cheval. Mais moi, j'imagine un rodéo, donc on est en selle sur un taureau. Et tauroïde, il y a le mot taureau dedans. Donc c'était mon moyen mnémotechnique, je vous ai dit des bêtises. Hein. Ok. Elle est représentée principalement, elle est stabilisée par le ligament sternoclaviculaire. Ensuite, on a une articulation acromioclaviculaire. Cette articulation acromioclaviculaire, elle est stabilisée par le ligament acromioclaviculaire, mais aussi par d'autres ligaments. Attention, c'est des ligaments coracoclaviculaires. Donc voilà, attention, il ne faut pas confondre le processus coracoïde de l'acromion, mais ici, ils sont tous les deux importants dans cette articulation. Donc on a le ligament trapézoïde en latéral et conoïde en médial. Maintenant, on a aussi l'articulation scapulo-humérale qui est sphéroïde, 3 degrés de liberté. Et voilà. L'articulation acromioclaviculaire, elle est plane d'ailleurs, donc très peu mobile. Ok. Oui, l'articulation
scapulo-humérale, elle a un tiers de sphère, c'est l'articulation la plus mobile du corps et elle est renforcée par un labrum. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a vu cette articulation ces 5 articulations de l'épaule, on va voir les 3 articulations du coude. Donc, on a une articulation huméro-radiale entre le capitulum sphérique de l'humérus et la tête radiale. C'est une sphéroïde à 2 degrés de liberté. Attention, normalement, une sphéroïde, il y en a 3. Mais ici, il n'y en a que 2 à cause de la trochlée à côté. En effet, l'huméro-ulnaire, c'est une trochlée avec la trochlée en diabolo de l'humérus et l'olécrane ainsi que le processus coronoïde de l'ulna. C'est une jungline donc, avec 1 degré de liberté, ce qui empêche la mobilité de la sphéroïde à côté. Donc ça, c'est pour l'huméro-ulnaire. On a une huméro-radiale sphéroïde, huméro-ulnaire trochoïde, trochléenne avec 1 degré de liberté, et la radio-ulnaire proximale, qui, elle, est trochoïde, enfin, ou cylindroïde, avec 1 degré de liberté. Donc, mon moyen mnémotechnique pour trochoïde, cylindroïde, c'est que dans trochoïde, il ne faut pas confondre avec toroïde, comme j'ai fait tout à l'heure, trochoïde, elle a un C comme cylindroïde. Voilà, ça permet de savoir que c'est les deux. Donc elle a qu'1 degré de liberté et elle est entre la tête radiale et l'incisure radiale de l'ulna. Et autour de la tête radiale, on a un ligament annulaire voilà, qui permet de stabiliser tout ça. Maintenant, l'articulation du poignet. Elle est composée de 2 articulations, en gros. On a l'articulation radio-ulnaire distale et l'articulation radio-carpienne. La radio-ulnaire distale, elle est entre la tête ulnaire et l'incisure ulnaire du radius. Voilà, c'est une trochoïde toujours. Et la radiocarpienne, elle est ellipsoïde avec 2 degrés de liberté. Il n'y a pas de rotation pour cette articulation. Le ligament annulaire, il relie la styloïde ulnaire à l'extrémité inférieure du radius et permet de compléter en fait l'inégalité de longueur entre le radius et l'ulna. Il permet vraiment une stabilisation de l'articulation. La pronosupination, je vous ai fait cette petite diapo de récap. En gros, la supination, c'est quand on lève les paumes vers le haut, comme quand on supplie. Et la pronation, c'est quand on met les paumes vers le bas, donc comme quand on prend quelque chose, donc pronation, prendre. L'avant-bras tourne, donc permet ce mouvement de pronosupination grâce à 2 articulations qui sont entre l'ulna et le radius et l'ulna, qui est une double trochoïde inversée à axe commun. Double trochoïde inversée, donc c'est une cylindroïde, inversée parce que en fait un coup c'est la tête radiale, le cylindre plein et l'ulna, le cylindre creux, et un coup c'est l'inverse, c'est l'ulna le cylindre plein et le radius le cylindre creux. Ensuite, on a une membrane interosseuse qui est une articulation fibreuse permettant de réunir et de stabiliser le radius et l'ulna. C'est pareil pour le tibia et la fibula. Maintenant, on passe aux régions du bras, enfin du membre supérieur. En fait, j'ai fait une organisation un peu différente du professeur parce que je préfère cette organisation. Dites-moi ce que vous préférez. Personnellement, j'ai d'abord commencé par l'anatomie de surface, puis je suis allée plus en profondeur. Mais d'abord en surface, j'ai vu racine, bras, avant-bras, main, puis en profondeur, j'ai revu ça. Le professeur, lui, il avait fait racine, surface, profondeur, bras, surface, profondeur, avant-bras, surface, profondeur. Moi, ça m'embrouillait. Est-ce que vous préférez comme ça ou vous préférez que je fasse comme le professeur, vous me dites. Alors, donc en surface, on commence par la racine. Donc, on a 2 veines importantes au niveau du réseau superficiel, la veine basilique et la veine céphalique. La veine basilique, elle est en médiale. Elle rejoint la veine humérale ou veine brachiale pour former en profondeur la veine axillaire. Voilà, basilique plus brachiale ou humérale, axillaire. En profondeur. Ensuite, on a la veine céphalique. Cette veine céphalique, elle est latérale, elle traverse le sillon deltopectoral, entre le deltoïde et le pectoral, pour ensuite rejoindre la veine axillaire. Donc, cette veine céphalique en latérale et cette veine basilique en médiale forment un réseau superficiel, alors que le réseau profond est formé de la veine brachiale et de la veine axillaire.
Ensuite, à partir de la veine axillaire, on va aller au niveau de la veine sous-clavière, du tronc veineux brachiocéphalique ou tronc innominé, veine cave supérieure et atrium droit. Juste, je vais vous montrer un peu sillon deltopectoral. Vous voyez, la veine céphalique, elle passe là. Ensuite, dans le sillon deltopectoral, entre le deltoïde et le grand pectoral. Parfait. Voilà. Ensuite, on a au niveau du bras, je vous ai mis un récap des insertions du triceps et du biceps brachial. Donc, le triceps brachial, il a deux chefs qui s'insèrent sur le tubercule infraglénoïdal et un chef sur la face, deux chefs sur la face postérieure de l'humérus et un chef au niveau du tubercule infraglénoïdal. Et en distalité, le triceps s'insère au niveau du processus olécranien de l'ulna, puisque l'olécrane, c'est au niveau de l'ulna. Alors que le biceps, lui, il s'insère au niveau de son chef court, au niveau du processus coracoïde, son chef long au niveau du tubercule supraglénoïdal et en distalité au niveau de la tubérosité bicipitale du radius. Voilà. Maintenant, pareil en surface, donc maintenant on va passer à l'avant-bras, coude plus avant-bras. On a le M veineux qui est le lieu de ponction veineuse, c'est là où on vous fait les prises de sang, quand vous donnez votre sang, etc. Et ce M veineux, c'est la réunion des trois veines de l'avant-bras, les veines céphaliques en latéral, les veines basiliques en médial et la veine médiane en médiane par rapport au bras. En gros, médian, c'est différent de médial. Médial, c'est vers le centre du corps, vers l'axe médian, en fait. Le médial, c'est vers le centre du corps. Alors que médian, c'est au centre de quelque chose. Par exemple, ici, la veine médiane, elle est au centre du bras. Voilà. Par contre, la veine basilique, elle est médiale au niveau du bras, puisqu'elle est proche du corps. Voilà. Le M veineux, il se prolonge ensuite par la veine céphalique latérale et la veine basilique médiale. D'ailleurs, pour retenir que la veine basilique est médiale, je retenais que le basilic, il a une odeur particulière, tout comme l'aisselle. Donc voilà, basilic, proche du creux axillaire, proche de l'aisselle, plutôt médial. Voilà. Alors, en profondeur, au niveau de la racine, on a le creux axillaire, ça a une forme de pyramide quadrangulaire, c'est un lieu de palpation important, un point de faiblesse. Il est composé d'abord de l'artère, des branches terminales du plexus brachial et de la veine axillaire. L'artère axillaire, elle va être issue de l'artère sous-clavière, alors que la veine axillaire, elle va aller vers la veine sous-clavière. Les branches terminales du plexus brachial, elles vont se diviser en trois nerfs, le nerf radial, le nerf médian et le nerf ulnaire. Attention, le nerf huméral n'existe pas. Voilà, c'est directement au niveau du creux axillaire juste après, elle se divise en ces trois nerfs. Donc, le creux axillaire, il est délimité latéralement par le bras, médialement par la paroi thoracique, en avant par le grand pectoral et en arrière par le grand dorsal. On a des réseaux lymphatiques qui vont être des lieux où les éléments infectieux et tumoraux vont se regrouper. Par exemple, dans le cas de cancer du sein, on va avoir pas mal d'éléments qui vont se réunir à cet endroit-là. Ces réseaux lymphatiques qui sont satellites aux veines. Voilà. Parfait. Au niveau de la racine, cette fois-ci, on avait vu en vue antérieure, maintenant en vue postérieure, un peu plus en profondeur encore. Si on retire les muscles superficiels, on retrouve les muscles rotateurs, supraépineux, infraépineux, grand rond, petit rond. Bon, voilà. Ensuite, on a les grands dorsales et le triceps. Le nerf radial est toujours postérieur à l'humérus. Et donc, ces muscles, petit rond, grand rond, triceps et humérus, délimitent trois espaces axillaires. L'espace axillaire médial, l'espace axillaire latéral où sort le nerf axillaire et l'espace axillaire médian où passe le nerf radial. Voilà, ça, c'est à apprendre, il ne faut pas confondre. Sur la face postérieure en distale, au niveau du coude, on a un nerf qui est un élément très vulnérable au niveau du coude, c'est le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire, c'est lui qu'on se tape sur le coin de la table. Quand on se tape le coin de la taille, ça nous fait de la table, ça nous fait des fourmis et ça fait ça. Et c'est lui qu'on tape.
Voilà. Ok. Maintenant, on va voir le bras et le coude. Donc, on a le nerf radial qui est au niveau du sillon bicipital latéral. L'artère humérale, les deux veines humérales et le nerf médian sont au niveau du sillon bicipital médial, au niveau de la loge antérieure, alors que le nerf radial était au niveau de la loge postérieure, au niveau du bras. Et le nerf ulnaire, on ne le voit pas ici, il est au niveau de la loge postérieure, toujours. C'est cette partie-là, vulnérable au niveau du coude. La pression artérielle, on la mesure, vous le savez, on la mesure au niveau du coude. Et en fait, on la mesure en plaçant le stéthoscope en médial par rapport au biceps pour pouvoir écouter, pouvoir la mesurer grâce à l'artère humérale. Hein. Maintenant, au niveau de l'avant-bras, on voit que cette artère humérale, elle se divise en artère radiale, on regarde du radius, et en artère ulnaire, on regarde de l'ulna. Le pouls radial, il est très facile d'accès, tandis que le pouls ulnaire est beaucoup plus compliqué. Le pouls radial, on l'utilise beaucoup pour vérifier si la personne est encore en vie, comme le pouls carotidien, et aussi pour mesurer les battements cardiaques. Alors le pouls radial, pour savoir de quel côté c'est du côté du pouce. Il faut retenir que le pouce, il est en lien avec le radius. À chaque fois que le radius, il est en regard du pouce, donc le pouls radial, il est ici, il est juste en dessous. Et vous pouvez le mesurer comme ça, là, tout de suite, si vous voulez. Vous pouvez mesurer votre pouls radial, compter le nombre de battements par minute que vous avez. Ok. Ensuite, on a le rétinaculum des fléchisseurs. C'est une densification du fascia antébrachial où s'insère le long palmaire. C'est là que c'est grâce à ce rétinaculum que tous les tendons vont passer en dessous et faire poulie. Et en dessous de ce rétinaculum, on a le canal carpien qui est là où passe le nerf médian. Et c'est une zone de chirurgie très importante en cas de compression de ce canal. Voilà. Alors ça, à apprendre par cœur. Sur la face dorsale de la main, on a beaucoup de tendons extenseurs des doigts. Okay. Bon, ça, en fait, c'est en rapport avec cette coupe. Voilà. Ça, c'est les tendons extenseurs, pas fléchisseurs, puisqu'on a parlé du rétinaculum des fléchisseurs. Maintenant, ça, c'est à connaître par cœur. Il le dit à la fin en mode « Oh, mais il faut l'apprendre ». Alors, le nerf radial, il va donner la sensibilité du premier espace intermétacarpien. C'est lui. Le nerf médian, il va passer par le canal carpien et va donner la motricité et la sensibilité des trois premiers espaces intermétacarpiens. Puis le nerf ulnaire passe par le canal de Guyon, et il ne passe pas n'importe où, mais par le canal de Guyon, c'est tombé au concours l'année dernière, et il va innerver les muscles de la loge hypoténarienne et va donner la sensibilité du 5e doigt et de la moitié du 4e doigt. Voilà. Donc bon, ce schéma n'est pas complètement juste, mais je le trouve quand même intéressant. Surtout cette partie-là. Au niveau dorsal, on ne connaît pas du tout. Mais voilà, déjà, si vous arrivez à comprendre, à bien visualiser, c'est super. Je vous ai fait un petit récap des coupes du membre supérieur. Au niveau du bras, on a 2 loges, une loge antérieure, une loge postérieure. L'avant-bras, 3 loges, antérieure, latérale, postérieure. La main, on a la loge ténarienne, hypoténarienne, les tendons extenseurs. Alors, au niveau de la loge antérieure, on voit que le nerf médian est antérieur avec l'artère et les deux veines humérales. Le nerf ulnaire et radial sont postérieurs. Au niveau du bras, on voit que le nerf ulnaire et le nerf médian sont devenus antérieurs. Voilà, le nerf ulnaire est venu rejoindre le nerf médian, alors que le nerf radial est toujours en latéral. Voilà. Parfait. Donc, on en a fini pour le membre supérieur. On va maintenant passer au membre inférieur. Je vais, hop, là, diaporama. Alors, du coup, oui, avec les autres tuteurs d'anatomie, on a choisi Peaky Blinders comme thème cette année, puisque c'est une série vraiment sympa. Et du coup, les membres inférieurs, je voulais vous faire voilà, une petite diapo avec plutôt les femmes dans Peaky Blinders. Voilà, donc le plan, c'est le même que pour le membre supérieur. Voilà.
Alors, le squelette du membre inférieur. On a l'os coxal, le fémur, le tibia, la fibula, le tarse, les métatarsiens et les phalanges. Alors, au niveau de l'os coxal, on a deux articulations sacro-iliaques, déjà, et aussi une articulation entre les deux os coxaux, la symphyse pubienne. En vue supérieure, on voit le détroit supérieur du petit bassin. Ce détroit supérieur du petit bassin, il passe par la symphyse pubienne, le pubis, la ligne arquée ou ligne innominée, seulement visible en vue endopelvienne, je vais vous la décrire plus tard, l'aileron sacré et le promontoire, qui est le bord antérieur de S1. Attention, elle ne passe pas par l'épine sciatique. Voilà, attention, PHQCM. Voilà. Ok, ça c'est le détroit supérieur du petit bassin. L'os coxal, c'est un os qui est divisé en trois parties embryologiquement parlant, qui se réunissent au niveau du cotyle, de l'acétabulum. Donc on a l'ilion au-dessus, avec voilà, tout est en lien avec la crête iliaque, le pubis en avant, en bas, et l'ischion en arrière, en bas, sur lequel on s'assoit. On va avoir deux vues de l'os coxal, une vue exopelvienne, donc extérieure, comme si on regardait de l'extérieur, sur le côté, et une vue endopelvienne, comme si on coupait l'os coxal en deux. Voilà. Ici, c'est l'articulation sacro-iliaque, ou entre l'os coxal et le sacrum. Et ça, c'est une vue endopelvienne. Donc, on commence par la vue exopelvienne. Cette vue exopelvienne, elle peut être divisée en trois parties. Une fosse iliaque externe, où il va y avoir des lignes glutéales antérieures et postérieures, entre lesquelles il y aura l'insertion des trois muscles fessiers, grand, petit et moyen fessier. La surface cotyloïdienne, acceptabulum ou cotyle, qui est composée de la fosse acceptabulaire et de la surface semi-lunaire cartilagineuse, et le foramen obturé par la membrane obturatrice qui laisse passer le pédicule obturateur. Ce schéma, il est à connaître par cœur. Donc, il y a la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure, interépineuse, antéro-inférieure, postéro, etc. Tout ça, ça va apprendre par cœur. Bon, après, c'est souvent de la logique. La branche ilio-pubienne, entre l'ilion et le pubis, ischio-pubienne, ilio-sciatique, etc. Et faut bien aussi apprendre qu'en postérieur, on a la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique et la petite échancrure sciatique. Voilà. Ensuite, en vue endopelvienne, donc quand on regarde à l'intérieur de l'os coxal, on a une ligne innominée ou une ligne arquée, c'est la même chose, qui va délimiter une fosse iliaque interne et le petit bassin. La fosse iliaque interne, vous l'avez vu avec Anatomies dans le cours sur le digestif, c'est la partie en dessous des deux épines iliaques antéro-supérieures, c'est entre les deux épines iliaques antéro-supérieures et le pubis. Donc voilà, c'est entre là, c'est là. Ça, c'est la fosse iliaque interne ou surface abdominopelvienne. Ensuite, en dessous de la ligne innominée, on a le petit bassin à proprement parler, qui est la cavité pelvienne à proprement parler, qui est l'endroit où tous les muscles, tous les organes du petit bassin vont être regroupés, la vessie, le rectum, les organes génitaux. On a aussi une surface quadrilatère qui est en regard de l'articulation coxo-fémorale. Le fémur. Le fémur, c'est l'unique os de la cuisse et c'est le plus long du corps humain. C'est important. Au niveau de son épiphyse proximale, il possède un 2/3 de sphère. Le col, c'est une zone de faiblesse. Et au niveau de ce col, donc on a deux types de fractures. On a les fractures du col vrai, donc les fractures cervicales vraies, qui correspondent à 40% des fractures. Et 60% des fractures, c'est intertrochantérienne. Voilà, ça va prendre toujours particularité avec le col, comme au niveau de l'humérus. Alors, le fémur, lui, il a deux trochantères. Attention, on parle de trochantère et pas de tuberosité. Ici, là, le schéma, il est faux. On parle vraiment de trochantère. On a le grand trochantère et le petit trochantère qui sont visibles surtout en postérieur. Et entre les deux, la région intertrochantérique. Comme moyen mémotechnique, j'imaginais que l'humérus, ça ressemble à homme, ça commence pareil. Le fémur, ça ressemble à femme, ça commence pareil. Et que trochanter, dans le mot trochanter, il y a le mot chanter.
et que c'est cliché, mais bon, enfin, voilà, ça aide à retenir que les femmes aiment bien chanter, donc de trochanter. Femme, fémur, chanter, trochanter. Ok. Maintenant, en vue postérieure, on voit beaucoup mieux le grand trochanter et le petit trochanter fémoral, la ligne intertrochantérique qui est beaucoup plus visible en postérieur, et l'insertion du ligament fémoral, qui est une zone non cartilagineuse. Je vais vous en reparler après. Et voilà. En postérieur, on a aussi une particularité de la diaphyse, comme au niveau de l'humérus. Vous savez, c'était le nerf radial. Ici, on a une ligne âpre, qui est l'insertion des muscles de la cuisse. Voilà. Maintenant, on voit en distal des deux condyles fémoraux médial et latéral, qui sont en fait un peu assemblés en antérieur parce qu'ils permettent l'insertion de la rotule ou patella. C'est la même chose. On a aussi, donc, au niveau de l'épicondyle médial, un tubercule, le tubercule des adducteurs, qui permet au pédicule fémoral de passer en postérieur du fémur et de devenir pédicule poplité à ces endroits-là. Donc, c'est le tubercule des adducteurs. Moyen mémotechnique pour apprendre adducteur et abducteur. Adducteur, donc c'est D 2D, c'est les mêmes D, c'est les mêmes lettres. Donc, adducteur, on se rapproche. Donc, les muscles adducteurs, ils permettent le rapprochement de la jambe par rapport au corps. Alors que abducteur, c'est deux lettres différentes. Les deux B et D se font un peu la tête quand on l'écrit. Eh bien, ils s'éloignent. Et donc, en fait, c'est l'éloignement, les abducteurs permettent l'éloignement du membre par rapport au corps. Donc, abducteur. Donc, ici, on parle du tubercule des adducteurs. En postérieur, on voit les condyles fémoraux qui ont entre les deux une échancrure interépineuse. C'est une particularité du fémur. Donc voilà, cette échancrure intercondylaire, elle permet l'insertion des ligaments croisés. On retrouve aussi des épicondyles médiales latérales. Et le tubercule des adducteurs est au niveau de l'épicondyle médial du fémur. Ouais, je vous ai mis un petit schéma récap. Je vous ai pris les mêmes dessins que les Ronéo de l'année dernière parce que je les trouve vraiment très très bien. Et c'est comme ça que c'est en apprenant tout ça que voilà, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Alors le tibia. Tibia et fibula. Donc la fibula, elle n'est pas vraiment importante, elle n'a pas vraiment d'intérêt fondamental, hormis son utilisation pour les prélèvements osseux. Et aussi, elle permet aussi de la souplesse au niveau de la cheville. On verra après. Donc en avant, on a au niveau du tibia, on a deux condyles tibiaux, un condyle tibial latéral et un condyle tibial médial. Le condyle tibial latéral, il est convexe, alors que le condyle tibial médial, il est concave. Mon moyen mnémotechnique, c'était que dans convexe, il y a le mot ex, et que les ex, on les met sur le côté, donc latéral, voilà. Ensuite, entre les deux condyles, on a des tubercules intercondylaires, médial et latéral ici. On a aussi ici la tubérosité tibiale antérieure, on va en reparler tout à l'heure. Et en distal, on trouve le pilon tibial, la malléole médiale qui appartient au tibia et la malléole latérale qui appartient à la fibula. En postérieur, on retrouve la surface articulaire tibiofibulaire supérieure qui est vraiment postérieure et non pas latérale mais bien postérieure au tibia. Et en postérieur, on trouve aussi l'insertion du muscle solaire en postérieur du tibia. Donc la fibula et le tibia, ils s'articulent grâce à deux articulations. L'articulation tibiofibulaire postérieure, qui est une articulation plane synoviale, avec du cartilage, et l'articulation fibreuse en distale, qui est la syndesmose dont on vous a parlé en locomoteur. Cette articulation fibreuse, syndesmose tibiofibulaire inférieure. Voilà. Maintenant, l'appareil extenseur du genou, il est composé de la rotule. La rotule, ou patella, c'est un os sésamoïde constant qui est vraiment en avant du fémur. Il n'est pas entre le fémur et le fibia. Il est en avant du fémur, comme s'il appartenait que au fémur. L'appareil extenseur, il est composé des quatre, donc il y a les quatre chefs du quadriceps qui forment le tendon quadricipital, qui va s'insérer sur le bord supérieur de la rotule. Puis il va se prolonger par le ligament rotulien qui s'insère de la rotule jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure.
Ça, c'est le ligament rotule. Tubérosité tibiale antérieure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, les os du pied. Les os du pied, donc il est composé du tarse, des métatarsiens et des orteils. Le tarse, il est composé de 7 os en tout. Il est composé d'un tarse postérieur et un tarse antérieur. Le tarse postérieur, il est composé du calcaneus, le talon, et du talus. Il reçoit l'axe jambier par l'intermédiaire du tibia et de la fibula. Le tarse antérieur, lui, il est composé de 5 os, le cuboïde, qui reçoit le 5e et le 4e métatarsien, comme pour les os du carpe, l'amatum, un peu l'équivalent de l'amatum, l'os naviculaire, le cunéiforme latéral, cunéiforme médial et cunéiforme intermédiaire, les 3 os cunéiformes. Voilà. Ensuite, on a les métatarsiens, ils sont au nombre de 5. Et en postérieur, au niveau de l'articulation métatarsophalangienne, toujours, on a 2 os sésamoïdes voilà, qui sont constants aussi. Donc, c'est en vue postérieure qu'on les voit. Les orteils, ce sont les phalanges. Donc, pareil, hein, ici, en fait, ici, on a le pied et ici, on a les orteils, qui sont les phalanges. On en a 3 normalement, sauf au niveau de l'hallux, on n'en a que 2. En fait, les 2 phalanges ici, elles portent le nom, c'est l'orteil du premier axe qui s'appelle l'hallux. Les articulations, maintenant, du membre supérieur, du membre inférieur. Désolée si je fais des fautes d'inattention. J'espère que j'en ai pas trop fait. Alors, donc, on va voir les articulations de la cuisse, du genou, puis de la cheville. Les articulations coxo-fémorales. L'articulation coxo-fémorale de la cuisse, c'est une sphéroïde avec 3 degrés de liberté, comme pour l'épaule. Elle est beaucoup plus congruente que stable que l'épaule. Par contre, elle possède un labrum, donc un fibrocartilage qui augmente la congruence. Et une capsule, elle a des ligaments qui renforcent cette capsule. Les ligaments coxofémoraux, tels que les ligaments iliofémoraux ou ischio-fémoraux. Le ligament de la tête fémorale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est visible en postérieur du fémur, elle contient les pédicules qui vascularisent la tête fémorale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez en locomoteur. Du coup, puisqu'elle contient ces pédicules-là, ces artères, en cas de luxation, on a un risque de nécrose de la tête fémorale. Donc, c'est très rare, les luxations, bien qu'elles soient très graves, puisque c'est une articulation très congruente, eh bien, on a un risque de nécrose, donc ça peut être grave. Ok. L'articulation coxofémorale de la cuisse, donc en vue supérieure un peu, on peut voir les ligaments qui relient l'os coxal au sacrum, les ligaments sarcotubéreux en arrière en bas et les ligaments sacro-épineux en avant. Ensuite, on a l'articulation sacro-iliaque, qui est une articulation plane, peu mobile, puisque l'articulation plane peut faire une infinitude de petits mouvements, mais elle est très très peu mobile. Et elle est maintenue par des ligaments sacro-iliaques antérieurs. Puis on a une symphyse pubienne qui est fibrocartilagineuse et très peu mobile. Toutes les fractures du col fémoral, elles sont donc par rapport à la capsule dont on a parlé tout à l'heure, les fractures de la tête fémorale, du col fémoral sont intracapsulaires, alors que donc 40% des fractures sont intracapsulaires, alors que 60% des fractures, les fractures pertrochantériennes, sont extracapsulaires, puisque entre les deux trochantères, il n'y a que le col qui est dans la capsule. Ces fractures-là, elles sont très courantes. Au niveau du genou, on a 3 articulations. Donc, on a vu qu'au niveau de l'articulation coxofémorale, on n'avait qu'une seule articulation, alors qu'au niveau de l'épaule, on en avait 5. Hein. Maintenant, le genou, comme au niveau du coude, on en a 3. Le genou, donc, il a une articulation fémoro-patellaire, qui est ginglime ou trochléenne, avec 1 degré de liberté. Le professeur Bronsard parle beaucoup d'articulation, cite beaucoup le mot ginglime, préfère limite. Voilà. Contrairement aux vidéos du professeur de Peretti, il ne dit jamais ginglime. Les articulations, donc voilà, ginglime, c'est comme trochléenne, c'est la même chose. Les articulations fémoro-tibiales latérales et médiales, elles sont des ellipsoïdes avec 2 degrés de liberté. Ce sont des ellipsoïdes bicondylaires, puisqu'il y a 2 condyles.
Les condyles tibiaux, ils sont très plats, enfin ils sont plutôt plats, bien qu'il y en ait un peu plus concave et l'autre plus convexe, c'est très plat et légèrement incurvé, alors que le fémur, il est beaucoup plus arrondi. Donc on a une présence, puisqu'il a 2 tiers de sphère. Non, ça c'était au niveau de l'articulation coxo-fémorale, mais en distal aussi, il est assez arrondi. Donc on a une grosse incongruence, d'où l'existence des ménisques qui s'insèrent. Donc on avait au niveau de l'épaule ou de l'articulation coxo-fémorale des labrum. Ici, au niveau du genou, on a des ménisques, fibrocartilage, qui s'insèrent sur les surfaces tibiales, cartilagineuses en bas, libres, non vascularisées, c'est la zone blanche ici. Et on a une insertion au niveau de la capsule. Et cette insertion en périphérie au niveau de la capsule, elle permet la vascularisation de ces ménisques. C'est la zone rouge. Voilà. Les ménisques, donc, ils sont un petit peu vascularisés grâce à la capsule en périphérie. Le ménisque latéral a une forme de O, alors que le ménisque médial, il a plutôt une forme de C. C'est à apprendre, hein, comme ça. Maintenant, les ligaments centraux ou ligaments croisés. Ces ligaments croisés, ça, c'est à apprendre par cœur. Ils sont intracapsulaires, dans la capsule, intra-articulaires, mais extrasynoviaux, parce que la membrane synoviale, elle tapisse tout ça de sorte en fait, d'entourer un peu ces ligaments et éviter d'englober ces ligaments dans la capsule, enfin, dans l'espace synovial. Les ligaments croisés, il y en a 2, les ligaments croisés antérieurs et les ligaments croisés postérieurs. Le ligament croisé antérieur, on le voit ici. Ça, c'est à apprendre par cœur. Il s'insère de l'espace intercondylaire plutôt antérieur du tibia jusqu'à la partie médiale du condyle latéral du fémur. Alors que le ligament croisé postérieur s'insère de l'espace intercondylaire postérieur jusqu'à la partie latérale du fémur médial, du condyle médial du fémur. Voilà. Donc, le ligament croisé antérieur empêche le fémur empêche le tibia d'aller en avant du fémur, alors que le ligament croisé postérieur l'empêche d'aller en arrière du fémur. Voilà. Ok. Maintenant, les ligaments collatéraux. On a 2 ligaments collatéraux qui sont croisés avec les ligaments croisés. Donc, on a le ligament collatéral latéral, qui est latéral, externe ou fibulaire, qui s'insère du fémur jusqu'à la fibula. Donc, il est court. Alors que le ligament collatéral interne, médial ou tibial, il s'insère du fémur jusqu'au condyle médial du tibia. Donc, jusqu'au tibia. Et il est plutôt long. Donc voilà, ça c'est 2 ligaments importants au niveau du genou. Donc le genou, il y a une capsule, il y a des ligaments centraux, collatéraux. Et il y a aussi donc, un renforcement par des ligaments postérieurs. Elle est très renforcée en postérieur, alors qu'en antérieur, elle est beaucoup plus lâche, la capsule, donc au niveau des ligaments collatéraux, médial et latéral. Et une pathologie de cette capsule, ça peut être le genou recourbatum. Donc, on a un arrachement de la capsule postérieure, ce qui fait que le genou dépasse l'axe du fémur. Donc, ça fait ça. Et il y a un cas, en fait, c'est une déchirure ligamentaire. Ça peut être très rare, très grave, parce que le principal problème, ce serait une luxation de genou. Et cette luxation de genou, elle peut provoquer une déchirure du pédicule poplité du genou avec une ischémie et donc un risque d'amputation de la jambe. Donc voilà, une déchirure ligamentaire, elle peut être très grave, surtout au niveau du genou. La cheville, elle a surtout un mouvement de flexion-extension. Donc en fait, c'est une gingline ou trochléenne avec un seul degré de liberté. La fibula, elle ne tourne pas autour du tibia. Contrairement au niveau du bras, on n'a pas ce mouvement de pronosupination qu'on avait vu avec les membres supérieurs. En fait, l'axe de la jambe, c'est le tibia. Mais elle aide à augmenter la souplesse de la cheville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le talus, il s'articule avec la face inférieure et médiane du tibia par son dôme astragalien. Donc, c'est l'articulation de la cheville au sens propre, c'est l'articulation tibio-talienne. Et on a aussi une articulation tibio-fibulaire entre la face médiale de la fibula
et, le dôme astragalien. Donc, c'est une articulation tibio-fibulaire. Ça, c'est la talus. On a deux articulations, mais c'est surtout l'articulation tibio-taline qui est importante. On a des ligaments latéraux aussi, collatéral latéral, collatéral latéral, collatéral médial. On a une capsule avec des renforcements. Alors, dans le cas de fracture, on peut avoir un cas de fracture trimalléolaire. Donc, on a 3 malléoles en réalité. On a parlé donc de la malléole médiale et de la malléole latérale. Si on se fracture ces 2 malléoles plus la malléole postérieure, on va avoir une fracture trimalléolaire. Voilà, c'est important à savoir. Maintenant, les régions du membre inférieur. Donc, on va voir pareil, d'abord les régions en surface, puis en profondeur. Donc, en surface, au niveau de l'aine, donc on a la grande veine saphène qui part de la malléole interne, remonte la face antérieure et médiane de la cuisse, et médiale de la cuisse, et traverse la lame criblée du fascia pour atteindre la veine fémorale. Au niveau du réseau profond, elle draine une très grande partie du membre inférieur. Donc, elle peut faire la grande saphène qui traverse la lame criblée du fascia pour rejoindre la veine fémorale. Elle peut faire l'objet de varices. Dans ce cas, il faut la ligaturer pour éviter le retour veineux. Donc, le retour veineux, c'est de la veine fémorale profonde jusqu'à la grande veine saphène. Alors, attention, parce qu'en fait, là, il y a une errata. Ce n'est pas médiane, puisqu'on voit qu'elle n'est pas au milieu de la jambe, mais médiale. Elle traverse la face médiale de la cuisse. Donc voilà, sachez que ça, c'est une errata. On a des lymphoneux donc, qui peuvent augmenter de volume et donner des adénopathies. Ces adénopathies, elles sont palpables au niveau du pli de l'aine. Pareil, c'était comme au niveau de la racine du bras. Maintenant, au niveau de la racine en postérieure du membre inférieur, donc on voit que c'est les fesses. Les fesses, on appelle ça la région glutéale. Cette région glutéale, elle est divisée en 4 cadrans. Et on peut observer qu'en fait, le nerf sciatique, il se trouve au niveau du cadran inféro-interne de la région glutéale. Et donc, en cas d'injection musculaire, on va chercher à éviter à tout prix de toucher ce nerf. Donc, on va faire ces injections au niveau du cadran supéro-externe, voilà, la région glutéale. Maintenant, le pied, on voit qu'on a une malléole interne et externe. Et on voit qu'ici, on a un rétinaculum des extenseurs. Contrairement à la main, on avait le rétinaculum des fléchisseurs, vous vous souvenez. Maintenant, on a un rétinaculum des extenseurs qui permettent l'extension du plaies. L'extension du plaies, elle est aussi appelée flexion dorsale. Donc, ce rétinaculum des extenseurs, il laisse passer l'ensemble des extenseurs du pied et des orteils. C'est une zone de poulie. Cette poulie permet de relever le pied. Ici, je vous ai fait un récap pour ne pas vous embrouiller. La flexion dorsale ou extension, c'est ça. Et la flexion plantaire, c'est ça. Voilà. Flexion dorsale, on lève le dos du pied. Flexion plantaire, on essaye de baisser la plante du pied. On fait une flexion, un coup une flexion du dos, un coup une flexion de la plante. Voilà. Et l'extension, c'est l'équivalent de la flexion dorsale. Alors, en profondeur, on a de la racine, on a le triangle de Scarpe. Le triangle de Scarpa, c'est le trigone fémoral, il est très important. Il est délimité déjà par, en médial par 3 muscles, les muscles pectinés, le muscle adducteur et le gracile interne. Voilà, ça c'est en intérieur. Puis, on a au niveau de la base du triangle, c'est le ligament inguinal. Vous allez voir dans les surfaces du tronc avec Anatomis, le ligament inguinal. Et enfin, en latéral, vous avez le muscle sartorius ou couturier qui part de l'épiniliaque antéro-supérieur jusqu'à la face interne du tibia. Et ce grand couturier qui est vraiment long, il délimite 2 parties, 2 régions. Une partie médiale avec les vaisseaux, donc le triangle de Scarpe, et une partie latérale constituée par le quadriceps, qui est essentiellement musculaire. Donc, dans le pédicule du triangle de Scarpe, on trouve dans cet ordre de latéral
en médial, le nerf fémoral, qui innerve les muscles du quadriceps, divise en 4 branches. Au milieu, on a l'artère fémorale. Et en interne, plutôt proche en médial, on trouve la veine fémorale qui reçoit la grande veine saphène à cet endroit, hein, au niveau d'une crosse, au niveau du fascia, de la lame criblée. Alors, en profondeur, cette fois-ci en postérieur, donc on a vu en antérieur le triangle de Scarpe. En postérieur, si on enlève les muscles fessiers, on trouve les muscles pelvi-trochantériens, entre le grand trochanter du fémur, qui est surtout visible en postérieur d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. Mais je vous le répète parce que je vous répète beaucoup de choses parce que la répétition, c'est vraiment à la base de l'apprentissage. Et j'essaye de faire le plus de liens possible parce que je sais que moi, les liens, ça m'aidait énormément. Alors, on a au niveau de ces muscles pelvitrochantériens le muscle piriforme ou pyramidal qui est le muscle le plus important. En dessous de ce muscle piriforme va passer le nerf sciatique. Alors, le nerf sciatique, en gros, si vous voulez que je vous fasse un récap de son trajet, il part de L5-S1 pour ensuite aller au niveau de la grande échancrure sciatique au niveau de l'axe coxal, puis en avant de tous les muscles piriformes, sauf le pyramidal, il passe au niveau de la fenêtre infrapyramidale, ici, la fenêtre, et en avant du muscle piriforme, pardon, il passe même en avant du muscle piriforme, mais c'est en dessous de ce muscle piriforme qu'il va aller en postérieur, en arrière de tous les autres muscles pelvitrochantériens. Et il va passer par la gouttière trochanto-ischiatique, et au niveau de la loge postérieure de la cuisse. Donc voilà. Donc il part de la grande échancrure, il part de L5-S1, grande échancrure sciatique en avant du piriforme et des premiers muscles, donc en avant du piriforme, puis en arrière de tous les muscles pelvitrochantériens. Maintenant, en profondeur de la cuisse. Donc, je voulais aussi vous faire un récap au niveau nerveux et artériel. Au niveau nerveux, on a le nerf fémoral en avant et le nerf sciatique en arrière, tout le temps, à chaque fois. Donc, par exemple, le pli de l'aine, c'est le nerf fémoral. Par contre, le pédicule poplité, ça provient du nerf sciatique. Maintenant, l'artère fémorale, elle provient de l'artère iliaque externe, qui se divise en artère, et cette artère fémorale se divise en artère fémorale profonde superficielle. La superficielle donnera l'artère poplitée, alors que la profonde viendra alimenter le reste du membre supérieur. Donc voilà. Au niveau du genou et de la jambe, on retrouve un cercle vasculaire qui est riche, mais ce n'est pas le pédicule principal, hein, c'est le pédicule poplité. Le cercle artériel présente une anastomose entre le pédicule profond et superficiel. Une sténose de l'artère fémorale superficielle sera compensée par le territoire profond. Donc ça, c'est en antérieur. On voit ici ensuite l'artère tibiale antérieure, puis le nerf fibulaire commun. Ok. En profondeur de la jambe, maintenant en postérieur, on voit que le pli au niveau de... Comme le pédicule de l'aine, en fait, devient postérieur et vulnérable au niveau poplité. Sauf ici, en fait, on a changé de nerf. C'est plus le nerf, fémoral, mais ici, c'est le nerf sciatique. Ce nerf sciatique, il se divise en deux, en nerf fibulaire commun qui donnera nerf fibulaire superficiel et profond, et en nerf tibial qui restera nerf tibial. Il ne se divise pas. D'accord? Jamais le nerf tibial se divise. Ensuite, on a le muscle sural qui est composé des deux muscles gastrocnémiens en superficie et du muscle solaire en profondeur. Ensuite, on a l'arrivée de la petite veine saphène externe qui part de la partie latérale de la jambe et remonte le long de la face postérieure et rejoint la veine poplitée. C'est la petite veine saphène. Cette petite veine saphène peut faire l'objet de varices. Au niveau poplité, il faut retenir que de dehors, donc ici ce dehors, hein, attention, de dehors en dedans, on a le nerf, la veine et l'artère. Alors qu'au niveau de l'aine, je vous le rappelle, on avait le nerf, l'artère et la veine. Regardez. Voilà.
nerf, artère, veine. Cette fois-ci, c'est inversé entre la veine et l'artère. C'est important à savoir. Il faut connaître par cœur ça, l'ordre. Alors, en profondeur, cette fois-ci, quand on enlève le muscle, le triceps sural, on trouve l'artère fémorale superficielle qui va traverser donc, le hiatus des adducteurs et devient postérieure et poplitée, qui est une artère profonde et médiale. Cette artère poplitée, elle va ensuite donner l'artère tibiale postérieure, qu'on voit ici. Artère tibiale postérieure. Et voilà. Et la division, on a aussi une division donc, déjà réalisée du cerf sciatique en nerf tibial qui reste toujours collé à l'artère tibiale postérieure et en nerf fibulaire commun qui va se diviser ensuite en intérieur. L'artère tibiale postérieure et le nerf tibial, c'est deux copains. Ces deux copains, ils vont se terminer au niveau de la malléole interne. Voilà, ici. Ok. Et au milieu, on a la veine poplitée avec ici la veine, petite veine saphène. Voilà. Donc on a vu en antérieur hein, quand même l'artère tibiale antérieure, ici le nerf fibulaire commun en avant. Nerf fibulaire superficiel. Voilà, on a l'artère tibiale antérieure ici et l'artère tibiale postérieure ici, issue de l'artère poplitée. Voilà. Il faut vraiment, en fait, vraiment visualiser. Je vous ai fait des schémas récap pour que vous puissiez visualiser et faire un gros schéma récap. Enfin, puissiez bien visualiser du début de l'aine au pied. Mais voilà, il faut vraiment dessiner, essayer de faire des récaps. Donc, si on fait un triangle entre les deux malléoles et un point à la face dorsale entre le premier et le deuxième axe du pied, on peut palper le pouls pédieux. Donc l'artère pédieuse permet la palpation du pouls pédieux. Cette artère pédieuse, en fait, elle provient de l'artère tibiale antérieure. On voit ici. Ah, ici. Hop, l'artère pédieuse. On la voit ici. Donc on part de l'artère iliaque externe, artère fémorale, artère poplitée, artère tibiale antérieure, artère pédieuse. Parfait. Donc voilà, on sépare au niveau du pied la région dorsale, comme je vous ai dit, hein, flexion dorsale, de la région plantaire avec des petits coussinets au niveau de la plante du pied, parce que ici, la particularité du pied, c'est qu'elle est très épaisse, la plante du pied. Donc voilà, je vous ai fait un récap, hein, pareil. Bon, vous verrez, je sortirai une fiche avec ces dessins-là. Hop, maintenant, au niveau des coupes, on voit que comme au niveau du membre supérieur, la cuisse, il y a une loge antérieure, postérieure, antérieure avec la glande saphène, le muscle sartorius qui protège le pédicule fémoral et le nerf sciatique au niveau de la loge postérieure. Puis au niveau de la jambe, on en a trois, antérieure, latérale, postérieure. Antérieure avec l'artère tibiale antérieure, artère pédieuse, accompagnée du nerf fibulaire commun en avant, comme je voulais vous montrer. Et en postérieur, on a l'artère tibiale postérieure, accompagnée avec son copain du nerf tibial qui ne se divise jamais, provient du nerf sciatique. Comme pour le nerf fibulaire commun. Et ici, c'est la loge postérieure. On a une région dorsale et une région plantaire. Voilà, ça c'est pour les coupes. Alors, je vous ai fait un récap aussi de l'ordre. On a le creux axillaire, artère, nerf, veine. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas spécialement d'ordre. Mais bon, s'il y avait un ordre, ce serait artère, nerf, veine. Bon. Au niveau du pli de l'aine, on a nerf, artère, veine fémorale à apprendre par cœur. Puis au niveau du pédicule poplité, on a nerf, veine, artère poplité. Voilà, inversion. Voilà. Au niveau des 4 zones de pouls au niveau du membre inférieur, on a l'aine, la région postérieure poplitée, le pied et en arrière de la malléole interne. Je vous ai fait des petits QCM. En fait, je pense que je ne vais pas pouvoir tout lire parce que la vidéo est très longue, là, celle que je suis en train de faire actuellement. Donc, mettez sur pause, essayez de répondre dans votre tête et je vais faire que la correction. Alors, du coup, la réponse ici, c'était AC, parce que c'est l'ulna qui est droit comme un i et le radius qui a une forme de S italique. Et la clavicule, ici, j'avais inversé. Elle a une convexité antérieure côté médial, concavité côté latéral.
Mettez sur pause. Et donc là, la réponse était E. Il n'y avait rien qui était juste. Parce que déjà, les deux processus de l'ulna, c'est le processus coronoïde, couronne, et le crâne. Je vous ai fait, par rapport au processus coracoïde de la scapula, pour ne pas confondre les deux. La courbure supinatrice de radius est supérieure, supinatrice supérieure. L'humérus et pas le fémur. Hein. Là, parce que membre supérieur, humérus, fémur, c'est super simple. Genre, c'est des erreurs vraiment simples. Donc, humérus, c'est au niveau du membre supérieur. Fémur, c'est le membre inférieur. Humérus, les hommes, ils sont plutôt baraques au niveau du membre supérieur, alors que les femmes, elles sont plutôt baraques au niveau inférieur. Il faut se dire ça. Possède un épicondyle médial volumineux et carré, ok. Ensuite, on a la veine médiane et pas médiale, puisque la veine médiale, c'est la veine basilique de l'avant-bras. Donc voilà, je vous ai fait un récap, médiane, médiale. Vraiment différencier les deux. Mettez sur pause aussi. Et la correction, c'était la B. Donc, c'était dans une vue endopelvienne de l'oxus coxal qu'on pouvait voir la ligne arquée, pas exopelvienne. On pouvait observer que c'était le tubercule des adducteurs, où le pédicule fémoral devient poplité, et pas abducteur. Et donc là, j'ai inversé le condyle médial, il est concave, et condyle latéral est convexe, les ex de côté. Remettez sur pause. Et donc, la correction, c'est AD, parce que les ligaments croisés sont intracapsulaires et extrasynoviaux, et le nerf tibial ne se sépare pas. Donc voilà, il n'y a pas de nerf tibial profond superficiel. Voilà, alors ma vidéo de la tutte rentrée est terminée. Je suis désolée que la tutte rentrée n'ait pas pu se réaliser en présentiel. J'avoue que c'est un peu compliqué de communiquer avec vous. J'espère que ça vous aura plu et que ce cours, j'ai essayé de rendre ça le plus synthétique et le plus clair possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de courage pour la suite et pour la suite de ce deuxième semestre. Je vous envoie plein de force. Gros bisous.